Hello les engagés, je suis Lucie et vous ouvre une nouvelle fois les portes de mon podcast À Voix Libre. Épisode différent pour une fois, avec une envie que j'avais depuis longtemps, faire intervenir sur mes ondes des anonymes autour d'une discussion militante. M'étant remise sur Couchsurfing, un site où des voyageurs établissent des contacts avec d'autres dans le but de les héberger, j'ai pu passer quelques jours à Marseille chez Jules. Infirmier sensible à la question des addictions, porté par la défense de l'égalité des droits, j'ai de suite aimé sa personnalité. Alors un soir, je lui ai dit « Viens, on fait un épisode de podcast ensemble ?» Il a dit oui tout de suite. Je vous laisse avec notre échange et nos quelques mots piochés pour en parler. Bonne écoute. On est parti. Hello Jules. Salut. Comment ça va ? Ça va Sous bien. le soleil de Marseille. T'as passé une bonne journée ? Un peu dur, mais ça va. Et merci d'inaugurer avec moi ce nouveau format du coup de discussion anonyme entre militants ou entre personnes engagées. Si tu devais te présenter, toi Jules, de la façon dont tu le souhaites, tu dirais quoi ? Et puis peut-être expliquer aussi comment on a été amené à se rencontrer. Du coup, je m'appelle Jules, j'ai 29 ans. 95. C'est ça, la meilleure année. J'habite à Marseille depuis quelques mois, mais j'ai toujours grandi dans la région. Du coup, c'est vrai que moi, ça fait quelques temps que j'ai repris Couchsurfing. J'utilisais vachement dans le temps, et puis j'avais arrêté. Et là, je pense d'avoir un nouveau chez moi, c'était l'occasion. Et du coup, voilà, t'avais posté une annonce. J'ai vu que t'avais le petit tag sobre sur ton profil. Donc moi, j'étais là en mode oh yes, au moins quelqu'un qui ne voudra pas aller boire un verre. Mais parce que sur Couchsurfing, en plus, c'est rare. Souvent, il y a beaucoup de choses, surtout les gens qui viennent en France, veulent aller voir des bars à vin ou parlent de bière. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Couchsurfing, c'est un site qui met en relation des gens qui cherchent un canapé avec des locaux, en fait, qui ont envie de partager aussi des moments où qui peuvent avoir une chambre, un canapé. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant. C'est pourquoi toi, tu t'as décidé d'accueillir des personnes chez toi ? À la toute base, je crois que c'était la volonté d'échanger, de rencontrer des personnes venues d'ailleurs. J'étais jamais parti en voyage à l'époque. Et donc en vrai, j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes et c'était super chouette. Il y en a même la plupart j'ai gardé contact, et il y en a même avec qui que j'ai retrouvé quand j'ai voyagé, du coup chez qui je suis allé. Et c'était très cool. Et puis en fait j'avais arrêté parce que je suis revenu de voyage, j'avais plus de logement, c'était pas forcément adéquat. Là du coup en ayant de nouveau un chez moi sur Marseille, je me suis dit c'est l'occasion. Et surtout j'avais hébergé une personne alors le mec m'avait contacté sur Grindr, rien à voir, mais tout va bien. Mais il cherchait un canapé à la base, et c'est ce qu'il a eu, un canapé. Bref, du coup voilà. Et ça m'a redonné le goût. Ouais, grave. En fait, lui il m'a dit qu'il avait cherché sur Couchsurfing et qu'il avait trouvé personne, et que c'est pour ça qu'il est allé sur Grindr. Ce qui est plutôt une bonne technique apparemment. Mais non, sinon c'était trop chouette, et ça m'a rappelé en fait pourquoi j'aimais énormément ça. On a parlé de jeux de société, d'ailleurs j'ai acheté ce superbe jeu de société grâce à ses recommandations. Et ça fait du coup combien de temps que t'es sur le site à peu près ? Ça fait Oh là ça doit en tout ouais. Depuis le dernier. Non, d'avant ton voyage en Amérique du Sud. Bon, ça doit faire 8 ans je pense. 8 ans, ouais, à peu près la même période. C'était là où ça marchait du tonnerre. Ouais. Et tu nous as pas parlé de ton métier. Est-ce que t'as envie de parler de ce que tu fais aujourd'hui, et comme c'est le métier d'infirmier, si c'est quelque chose que tu ressens comme une vocation, c'est souvent l'image qu'on en a. Pas du tout. Faut arrêter avec ce mythe sur la vocation, c'est absolument pas ça. Mais en vrai je sais même pas pourquoi j'ai fait infirmier, mais j'y suis, et en vrai c'est chouette. Après voilà, j'avais aidé les autres, blablabla, mais en vrai j'ai pris la décision de faire infirmier l'année où mon oncle s'est pendu. Du coup ça a été une année assez dure, et en vrai je me souviens absolument pas du moment où j'ai fait les vœux post-bac. Mon oncle était infirmier, je pense qu'il y a une petite connexion là-dedans, mais voilà. En tout cas, j'ai jamais cherché plus que ça à explorer ce moment-là. C'est pas un moment qui me rappelle des bons souvenirs, donc
Donc voilà, mais je pense que j'étais très jeune. J'ai un an d'avance, je suis arrivé en école d'infirmier, j'avais 17 ans à peine, quoi. Enfin, je venais de les fêter. Enfin voilà, on va dire que toute ma scolarité à l'école d'infirmier, ça a été dur parce qu'en fait, t'arrives en stage, tu te fais rabaisser plus ou moins tout le temps. Je pensais que ça partirait en étant diplômé, bah non. Donc voilà. Donc ça a pas été simple, mais on va dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un environnement de travail qui me plaît. Et si t'avais un métier de rêve, est-ce que t'en as quelque chose, si là on te donnait la baguette magique et tu peux faire ce que tu veux? Je crois que j'aurais aimé faire des maths tout le temps. Des maths? Ouais, j'adore ouais, ça. Alors là, c'est la réponse à laquelle je m'attendais le moins. Écoutez, Voilà. Profitez, les gens qui aiment les maths. C'est pas donné à tout le monde. Faites-en, en fait. N'arrêtez jamais. En plus, ça paye bien. Hein. Tu sais, une fois que t'as fait après des écoles d'ingénieurs ou des trucs de maths, ça paye mieux que le spectacle, en tout cas, et que la santé. C'est ça. Et bah du coup, je vais te proposer un petit jeu. Je sais pas si on peut appeler ça un jeu. On va piocher des mots. Enfin, tu vas piocher des mots que j'ai écrits et mis dans un bocal sur plein de sujets. On verra ceux que t'as envie d'aborder ou pas. En tout cas, l'idée c'est juste qu'à partir de ces mots, on entame une discussion et que ce soit un peu toi qui la mène. C'est-à-dire, sous quel prisme t'as envie de l'aborder. Après, j'ai un peu des idées de questions aussi, si t'as pas d'inspiration. Ça marche. Mais voilà. Donc du coup... Ok. Alors, ma main ne rentre pas dans le bocal, ouais, donc j'appellerai pas ça un bocal. Tu le verses... Oui, non, t'inquiète. Ouais, j'avoue qu'on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, voyons voir. Oula, on va pas commencer par celui-là. Ça tout sonne. Je crois que j'ai un mauvais karma ce soir. Enfin, faut pas que je me fasse tirer les cartes. Sinon, si au bout du 5e ou tu... Non, mais... Bon, on va commencer sur celui-là parce qu'il faut bien commencer quelque part. Du coup, la réduction des risques, c'est le milieu dans lequel je travaille actuellement. Donc c'est en lien avec l'addictologie. Oui, plus ou moins, ouais. C'est ça. Donc en gros, je bosse dans une association qui aide les usagers de drogue. Principalement en fait en les aidant dans des démarches sociales par exemple, parce que la plupart c'est des personnes qui sont quand même ultra précaires aujourd'hui. On leur file aussi du matériel propre et stérile pour limiter les contaminations et faire en sorte qu'ils prennent le moins de risques. En fait c'est en vrai on nous voit souvent comme les responsables de la présence de la drogue dans les rues ou enfin ce genre de choses. Il y a un peu le raccourci qui est fait en mode ouais, mais vous leur donnez du matériel, c'est votre faute, en gros, s'il y a des seringues par terre, enfin bref, ce genre de choses. Alors non, spoiler alerte, non, s'il y a des seringues par terre, c'est parce qu'il n'y a pas de salle de conso, bref, on milite vachement pour ça sur Marseille. Ça serait quoi, du coup, enfin, comment on décrirait une salle de conso, et ce serait quoi vraiment l'avantage pour les usagers? En gros, une salle de conso, c'est un endroit où ils peuvent venir, donc, avec leurs produits, pour le consommer, donc principalement là, sur l'injection. Il y a deux salles, enfin il y a des salles de conso dans deux villes en France. Il y a Paris et Strasbourg. Il y a eu énormément d'études faites sur le sujet et en fait même au niveau des riverains, il y a eu des espèces d'enquêtes de satisfaction, tu vois. Et en gros, ce qui est ressorti, c'est que en fait les gens n'étaient absolument pas pour avant l'entrée en vigueur, enfin de la salle de conso dans le lieu. Et comment tu l'expliques? C'est une peur d'avoir... Ah oui, clairement, les gens ont peur en fait. Parce que les gens se disent on va avoir des toxicomanes en bas de la maison. Exactement, sauf qu'en fait les toxicomanes ils sont déjà là, juste ils se planquent. Et en fait là j'en discutais avec une étudiante infirmière que j'ai en ce moment qui connaissait pas du tout le milieu de la réduction des risques. Et en fait, elle me disait, c'est impressionnant parce que nous on fait des maraudes, on travaille donc dans la rue. Donc c'est-à-dire qu'on va dans la rue avec ce qu'on appelle un dasserie, c'est un réceptacle pour tout ce qui est objet coupant, tranchant, qui peut potentiellement être infectieux, donc notamment les seringues, les rasoirs, ce genre de choses.
Donc pour éviter les contaminations, encore une fois. Et donc on fait du ramassage, on va à la rencontre des gens, on essaye de savoir un peu ce qu'ils consomment, comment ils le consomment. On donne des conseils sur comment faire pour prendre le moins de risques. Enfin voilà, bref. On fait un lien aussi avec ces personnes-là qui sont souvent très éloignées en fait des milieux du soin. Et donc du coup on crée du lien avec elles pour pouvoir des fois les amener jusque dans le soin. En fait il y a des personnes que... Enfin je veux dire c'est pas parce qu'elles se droguent que leur vie vaut moins qu'une autre et elles méritent comme n'importe qui oui, à la dignité et à traiter ses problèmes de santé s'il y en a. Enfin voilà, tout n'est pas lié à la conso de drogue, hein, malheureusement, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Et en fait, cette étudiante me disait que elle était surprise du nombre de seringues en fait qu'on pouvait ramasser dans le centre-ville de Marseille, ce qui est relativement impressionnant. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est sur la plupart des rapports d'activité des associations qui font de la RDR sur Marseille. Elle me disait en fait d'habitude je les vois pas et là depuis que j'en ramasse j'en vois partout. Et en fait moi ça m'a fait un peu ça aussi hein, quand j'ai commencé là-dedans. Au début j'étais là ouais bon des seringues et tout et en fait il y en a vraiment partout et surtout que comme maintenant quand je vais dans une autre ville j'ai le regard pareil qui va chercher en fait la seringue quelque part et en vrai des fois où j'aurais pas forcément fait attention bah en fait si il y a de la consommation et des fois elle est très cachée, des fois on la voit pas mais elle existe et je pense que c'est des personnes qui ont besoin qu'on soit là pour elles et enfin je veux dire les gens se rendent pas compte aussi des coûts enfin je veux dire par exemple l'hépatite C typiquement le traitement coûte très 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 cher. C'est pas remboursé? Bah si, justement. Donc en fait ça veut dire que tu vois c'est que ça coûte à la société extrêmement cher et en fait quand il y a des endroits qui refusent de faire de la délivrance de seringues alors qu'en fait on est en recrudescence d'épidémie d'hépatite C et je trouve ça hallucinant en fait qu'on laisse les gens mourir en fait parce que c'est des drogués donc en fait on s'en fout. Voilà. Bah souvent je le vois c'est quand je vais visiter mon frère qui habite à Paris au niveau de la colline du Crac et donc en plus le crack ça c'est quand même assez particulier. J'ai l'impression que c'est la mort avant la mort quoi les gens et ils sont laissés à l'abandon complètement et personne s'occupe d'eux. Ou alors les riverains font des manifestations contre eux, mais en fait les repousser plus loin ne va pas changer le problème. Et pour revenir sur la réduction des risques, est-ce que juste tu peux nous expliquer c'est quoi son apport? Parce que pour moi-même avoir la maladie de la dépendance et je sais que toi aussi t'as arrêté les substances, on est dans quelque chose souvent où on se rend compte que bah c'est soit on arrête, soit on est dans la conso. Et du coup, avant de te rencontrer, je comprenais pas trop ce que c'était la réduction des risques et pourquoi ça pouvait être bénéfique parce que je me disais bah en fait le seul moyen en fait de sortir de la drogue, c'est vraiment l'arrêt de la consommation. Oui. Mais bah en fait quand tu finis par trouver les ressources d'arrêter. Oui, ça paraît logique en fait que la seule solution c'est l'abstinence et c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus. Après, il y a des situations de vie comme par exemple vivre à la rue, par exemple perdre toute sa famille dans un accident de voiture, par exemple. Enfin, en fait, il y a des peines qui sont, enfin, ou quand les gens en fait, la réduction des risques c'est vraiment pour les personnes qui sont encore dans la conso. Et il y en a qui voudront jamais en sortir et j'ai envie de dire après chacun ses choix de vie et enfin je veux dire en vrai oui si tout le monde pouvait être abstinent ce serait génial et en même temps y a rien à imposer à qui que ce soit sur justement la réduction des risques c'est un peu aussi se réapproprier ses consommations et tu veux changer de mot? Peut-être ouais, on peut changer de mot, ouais, carrément. Eh ben, vas-y. Tous les coups, c'est celui que j'ai pioché tout à l'heure. Ah non, ah bah tiens, on va faire la suite.
La sobriété. On va encore me dire que mon podcast à voix libre ne parle plus que d'addiction en ce moment et de santé mentale et que je parle plus trop des autres sujets, mais bon, au moins les gens qui sont sur ces thématiques-là sont toujours dispo et contents d'en parler. Mais sobriété, il peut y avoir deux sens à ça, mais je pense que du coup, comme on vient d'aller un peu sur les substances, on va parler de ça. Est-ce que tu as envie, toi, de nous parler de ton parcours par rapport aux substances et de si aujourd'hui tu assumes la dépendance et d'avoir arrêté ou si ça reste quelque chose de difficile? Ok. Ouais, carrément. Moi, j'ai commencé surtout une conso d'alcool très jeune, je pense vers 13 ans, entre 12 et 14, quoi, en gros. Au début, ça a toujours été festif, mais il y a eu un peu comme une espèce de révélation j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, de pas très à l'aise, de pas très bien dans ma peau et ce genre de choses. Et en fait, quand j'ai découvert l'alcool, ça a été l'enfer, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, je voyais pas encore le piège qui se refermait derrière, mais j'étais là, putain, c'est incroyable. En fait, avec ça, je peux danser devant les gens, je m'en fous. Je peux dire ce que je veux. J'avais l'impression de pouvoir être qui j'étais, en fait. C'est ce que Baptiste Meullier, il nous raconte exactement dans l'épisode 7. Ok. Que ça lui permettait, en fait, dans un contexte de soirée, de pouvoir aborder une personne qui lui plaisait, de pouvoir se sentir un peu invincible, d'avoir beaucoup plus confiance en lui. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça reste toujours qu'une impression et qu'en fait, les lendemains, les surlendemains, t'en viens souvent à regretter ce que t'as dit, ce que t'as fait, enfin voilà. Et je pense que j'ai mis du temps avant de me rendre compte qu'il y avait un problème. Oui, clairement. Que j'avais une relation problématique à l'alcool, en tout cas. Et en fait, je suis parti en voyage en Amérique latine il y a 5 ans, 2019. Juste avant le Covid, hein. Super idée encore, ça. Bref, du coup, je suis parti en voyage, j'ai rencontré quelqu'un, c'était chouette au départ. Il y avait quand même beaucoup de conso, beaucoup de coke notamment. C'était un peu mon produit de choix, comme on dit dans le jargon. Tu sais que là, je me sentais comme à une réunion en fraternité et du coup, j'allais me dire dans ma tête, on ne cite pas les produits. Ouais, si, on peut, voilà. Ouais, on peut ce soir. Et en fait, je me suis retrouvé dans un pays où il y avait dans un endroit en tout cas où il y avait beaucoup de possibilités de se procurer la coke. Et donc je buvais toujours pas mal et en fait je consommais énormément. Alors vraiment on était deux et on devait faire entre 4 et 8 grammes par jour. Enfin c'était monstrueux ce qu'on s'enfilait. Parce que ça coûtait très peu cher là où j'étais, forcément. Et avec cette personne qui a fait une décompensation, une bouffée délirante en fait contre moi. Qui était persuadé que je faisais des passes dans la rue, que j'étais sur des sites porno, que j'avais placé des caméras dans sa chambre, bref, c'était vraiment très très compliqué. J'ai fini par fuir en fait cet endroit pour rentrer en France, donc en plein milieu du Covid. Je te laisse imaginer carrément. Les angoisses d'avion, pas d'avion. Bref, en plus il me fallait 600 balles, il m'avait piqué de la thune. Bref, c'était un peu une période un peu compliquée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté d'un coup parce que je devais. En fait, c'était nécessaire que je retrouve ma tête là. C'était nécessaire que je retrouve mon cerveau, ma capacité à fonctionner. Survie. Et ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai arrêté d'un coup, du jour au lendemain. J'étais là, en fait, je ne peux plus prendre ça, c'est pas possible. Et en rentrant, je me suis dit, je ne veux plus jamais toucher à cette merde. Et c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps, mais je continue à picoler, of course, pour gérer les traumas, l'anxiété, tout ça. Et en fait, 1 an plus tard, je crois, je recommence à consommer des produits dans le même mode. C'est-à-dire
moi je consommais en sniff et donc en fait bah je recommence à consommer un produit qui se consomme aussi en sniff, qui a pas tellement les mêmes effets et qui est même vachement plus trigger pour moi, mais bon, je me retrouve dans des soirées, je prends de la 3, enfin bref, ça part un peu en sucette et en fait il y a un peu la soirée de trop quoi. C'est en fait après celle-là je me dis en fait là stop, on arrête tout, ça va pas du tout, t'arrives pas à juste boire sans consommer, dès qu'il y a de la conso à côté t'en prends, donc en fait là on arrête tout. Et donc à ce moment-là c'était il y a 4 ans, non 3 ans, à ce moment-là j'arrête de boire de l'alcool, enfin j'arrête tout, j'ai arrêté pendant 7 mois. J'ai repris bêtement parce que j'allais bien. J'allais bien. C'est le piège. Ouais, c'est premier piège. J'allais bien, donc je me suis dit bah en vrai un verre ça ira. Et puis en vrai après tu te dis bah tu tiens 2 semaines après sans boire. Donc tu te dis bon bah ça va, je gère. Et puis au fur et à mesure ça redevient de plus en plus insidieux. Je le vois toujours comme un escalier, si tu veux, l'impression que bah oui, on est reparti en bas, donc on refait la première marche. Sauf que en fait, après, au lieu d'aller à la 2e, bah on va directement à la 4e. Et puis si on refait ça la fois d'après, on est direct à la 6e. Et en fait, ça revient. Et après, en fait, on arrive au même niveau où on était. Et voire pire, on l'amplifie. C'est sans fin en fait le truc. C'est un peu ça. En fait, la modération n'est plus possible. Le cerveau a... Alors avec ton métier d'infirmier, tu vas sans doute expliquer ça mieux que moi. Oui. Souvent, quand je l'explique à des gens qui ne comprennent pas forcément l'addiction, je dis mais c'est comme en fait mon circuit de la récompense, tout ça est cassé. En fait, il ne fonctionne plus. Alors bien sûr, les médecins vont dire que c'est plus complexe que ça, mais en gros c'est ça. Il y a une incapacité à se modérer, mais c'est un peu ça. Et en fait, quand tu deviens abstinent et surtout quand tu travailles en fait cette abstinence, parce qu'en fait devenir abstinent, j'ai envie de dire c'est le plus simple. Parce que souvent t'arrives, en fait c'est souvent que t'arrives au point de non-retour en fait quand tu décides de tout arrêter. C'est en fait travailler sur la durée et c'est là que ça demande un peu plus de taf et je pense que c'est ça que j'ai merdouillé au départ. Et c'est psychologique aussi, plus que parce que la dépendance physique, au bout d'un mois c'est plus trop la substance en tant que substance. Bah bien sûr, et puis en fait t'as ta gestion de tes traumas, t'as ton anxiété, et en fait moi l'alcool était un moyen de m'anxioliser clairement. Et là cette année ça a été de pire en pire. En fait j'ai recommencé à consommer de la coke il y a 1 an et demi. En fait j'ai commencé à fréquenter des personnes qui en consommaient. Au début j'étais là non j'ai pas envie, et puis bon en fait avec la proximité du produit ce qui devait arriver arriva, j'ai recommencé à conso, j'ai conso fumé, sniffé, bref ça a été un peu complexe. Et en fait je suis arrivé un peu au point de non-retour là cet été où en fait j'en avais tellement marre que j'étais là avec mon produit, avec la coke, et j'étais là en fait je prenais trace après trace, et en fait j'avais qu'une envie, c'était que la prochaine me foute un arrêt cardiaque pour m'arrêter en fait. J'étais à un point où je ne pouvais plus en fait gérer ce truc là, et finalement ça m'a pas tué. Faut croire que le cœur est résistant. Et mais par contre après j'ai décidé de tout arrêter, je me suis enfermé chez moi pendant 10 jours. Et puis je suis retourné voir ma famille, et puis en gros j'ai renoué un peu, parce que c'est pareil, on s'isole énormément quand on est vachement dans la conso, et du coup moi je parlais plus à ma famille depuis 3-4 mois, pas parce que je les aime pas mais juste parce que j'étais tellement mal et j'avais pas envie qu'ils me sachent comme ça, que je m'isolais complètement dans mon coin. J'ai découvert des groupes de parole d'autosupport entre dépendants. Et du coup, déjà t'es sorti de l'isolement, parce que Baptiste Mullier parle de la maladie du lien en fait, et
c'est vrai que on m'a souvent dit, là c'est la maladie qui parle pour que tu t'isoles, parce que une fois que tu seras isolé, tu vas reconsommer. C'est très lié, hein. On s'en rend pas compte. Ouais, non, mais carrément. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus facile de consommer tout en sachant que t'auras personne à qui rendre des comptes, quoi. Enfin, à part à toi-même, mais au final, tellement tu t'anesthésies que y a plus personne, quoi. Et ton anniversaire de sobriété, du coup, c'est le 18 juillet, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je vais retenir pour... je suis très forte à retenir les dates anniversaires, de tout, et surtout les anniversaires de sobriété. Moi, c'est le 1er janvier, donc c'est hyper simple pour toi à retenir, en fait. C'est un peu la même chose, tu vois. Avant, il y avait eu 3 mois de réunions aussi, tout comme toi. D'ailleurs, on fréquente les mêmes groupes. Et ça, mais je crois que j'étais pas prête à ce qu'on appelle la capitulation. Donc, au final, il y a eu le Sober October. Et puis après, c'était vraiment une réflexion. Je pense que j'ai voulu faire ma propre réduction des risques, en fait. Sauf que ça a pas marché. Ça marche pas très bien en général. Ça a marché plus ou moins en novembre, et en décembre, une décision à prendre. Ça, mes psys disent, les décisions à prendre, ça me fait des décompensations. Enfin, voilà. Donc, et là, ouais, ça a été un peu le carnage. Et donc après, je pense, on dit qu'il faut avoir touché son fond. J'ai touché mon fond, et donc après, je me rappelle très bien du 31 décembre où j'avais un énorme cubi chez moi. Et je me suis dit, vas-y, on est encore le 31, t'en profites un peu, machin. Et vers 17h, je suis allée le porter un vague pote que je connaissais de l'impro, et je savais qu'il faisait une soirée de Nouvel An chez lui, et j'ai quand même roulé 45 minutes de vélo juste pour aller lui donner le cubi, pour m'en débarrasser. Et là, j'ai dit, maintenant, c'est fini. Et t'es rentrée chez toi? Et je suis rentrée chez moi. Incroyable. Et j'ai fait... Et alors, je sais pas toi, mais alors, j'adore les 31 décembre, mais je ne fais jamais de soirée. C'est-à-dire, en fait, c'est le moment où je sais que je vais être peinarde, personne va m'emmerder. Et du coup, aujourd'hui, tu t'assumes complètement ton abstinence ou la maladie de la dépendance, ou ça reste quelque chose difficile selon les contextes aussi, hein, mais... En vrai, j'assume quand même pas mal de choses dans ma vie, et je pense que c'est peut-être même le moins dur à assumer. Enfin, je veux dire, de toute façon, ça se voyait sur ma gueule. Enfin, je veux dire, j'avais pas besoin de faire un dessin. Non, après, aujourd'hui même j'en parle si jamais ça peut inspirer quelqu'un, si jamais ça peut parler à quelqu'un, en vrai, de toute façon, il y a pas de meilleur exemple. Enfin, il y a pas de meilleure, motivation que l'exemple, en fait, que par l'exemple. Donc, si je peux motiver une personne à se dire qu'elle a envie d'être heureuse heureux ou heureuse, et qu'en fait, ça passe, si pour cette personne-là, l'arrêt de la conso, potentiellement peut faire quelque chose, je serais ravi de lui montrer la voie, en tout cas. Mais ouais, voilà. Ouais, c'est l'intérêt de briser les silences et libérer la parole et témoigner. On va continuer sur la suite, la santé mentale. Et franchement, c'est... Là, en fait, j'ai l'impression que les mots veulent dire quelque chose, hein. Genre, je vous avoue que le premier mot que j'ai pioché, c'était violence. Je suis pas chaud du tout. C'est genre, pas... Ouais. J'avoue, je t'aurais dit aussi, on change. Et le deuxième, c'était extrême. Alors, comment te dire que... Bon... Mais de toute façon, on les abordera plus tard, c'est pas très gênant. Et santé mentale, tu dirais qu'elle va comment, ta santé mentale Actuellement, je pète le feu. Non, vraiment, littéralement, genre... Ta psy est fière de toi. Exactement. Je l'ai ému. Non, en vrai, qu'est-ce que j'ai à dire en santé mentale ? On pourrait parler, par exemple, alors je sais pas si toi tu ressens ça, mais il y a souvent de l'anxiété par rapport à l'activisme. T'as quand même un boulot où tu travailles en santé avec des usagers de drogue. Enfin, je veux dire, c'est pas facile tous les jours, je suppose. Non. Mais le fait aussi que tu sois hyper engagé sur plein de choses, que tu sois dans des collectifs aussi, ou dans des communautés, ça fait qu'il y a des défis sur le long terme. Et tout ça, ça implique qu'il peut y avoir de l'anxiété ou du surmenage ou l'impression d'être... dans la métaphore du colibri, et bien que tu fasses ta part, que ça avance pas. Voilà, peut-être que tu peux nous parler de ça.
Ouais, allez. Du coup, effectivement, c'est pas simple. Bah alors effectivement, je suis militant de par mon boulot, de par mon existence, de par ce que je fais aussi au sein de la communauté. Actuellement, avec des amis, on monte un collectif infirmier qui interviendra du coup, enfin qui intervient déjà en fait, au centre LGBT à Marseille. Et du coup, en gros, c'est une permanence pour... Alors exactement, c'est plutôt axé sur les personnes trans, c'est pour l'aide à l'injection hormonale, donc ça peut être soit nous faire une injection ou justement aider les personnes à développer des compétences, enfin de l'autocompétence quoi, enfin à s'auto-injecter par exemple. C'est aussi pouvoir proposer des consultations de pansement en post-opératoire, donc soit pour des mammectomies, soit pour des augmentations mammaires, éventuellement d'autres opérations aussi. Mais bon, après ça c'est encore en discussion. Et ensuite également l'orientation vers des professionnels plus ou moins safe en fait. Enfin, plus on espère orienter vers des professionnels safe. Après bon, des fois quand il y a pas le choix, il y a pas le choix, on connaît la chanson. Mais voilà, du coup ça fait un peu quelques mois qu'on est là-dessus, enfin ça fait depuis le mois de février ou de mars de cette année. Et en fait, enfin là, ça fait 3 fois qu'on envoie la demande de création d'asso à la préfecture, 3 fois qu'on nous la refuse, à chaque fois pour un motif différent, à chaque fois ils trouvent un truc. Donc là, on commence un peu à en avoir ras le cul, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est visé par rapport au thème de l'association. On commence à se poser des questions. Je t'avoue qu'au bout de 3 fois, la première fois d'accord, deuxième fois ok, troisième fois bon t'es là, et à chaque fois pour une histoire de signature ou de trucs, enfin vraiment des trucs bref. Et soi-disant là le PV de l'AG est pas conforme, alors qu'en fait on a pris le modèle d'autres potes qui ont déjà créé leur asso avec ce PV là, enfin bref. Voilà, donc du coup c'est un petit peu on sait pas. On va pas préjuger de rien, mais voilà, là on va essayer de faire en sorte de faire un truc ultra carré qui puisse rien dire. Mais quoi. comment tu l'expliques comment tu l'expliquerais si justement il y aurait des oppositions un peu à la création de cette association? Bah en vrai de toute façon c'est marqué dans le nom, enfin il y a marqué LGBTQIA+, donc bon après je me dis potentiellement selon sur qui tu tombes à la préfecture, si tu tombes sur Jean-Michel 50 ans, bon... Après je dis pas, il y a peut-être des Jean-Michel 50 ans qui sont très très ouverts, hein, mais bon. Mais bon voilà, j'avoue que qui vit dans sa petite ville, bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être insultant vers les Jean-Michel, c'est pas cool. Mais d'être investi comme ça dans cette association et en plus de ton métier, d'en plus les groupes de parole que tu fréquentes, d'en plus enfin justement, enfin comment on arrive à ne pas faire le fameux burn-out militant, la fameuse anxiété Bah écoute, peut-être qu'il est en train d'arriver et que je le sais pas encore, hein, on sait pas. Non, après j'avoue que là les mois où je consommais c'était particulièrement difficile et du coup j'avais un peu laissé tomber. Alors c'est soit je laissais tomber le taf, soit je laissais tomber l'asso, mais j'arrivais clairement pas à faire les deux en même temps. Là depuis que j'ai arrêté de conso, j'avoue que j'ai un peu un regain d'énergie et j'arrive à peu près gérer on va dire ce que je peux, et en vrai je m'écoute beaucoup et enfin j'arrête les problèmes, enfin s'il y a besoin quoi, enfin je veux dire j'arrête je sais pas comment on appelle ça. J'arrive pas à trouver le surmenage. Ouais, j'arrête l'investissement gros, avant que ça capote quoi. Et sur le thème de la santé mentale, comme tu sais, on a un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre qui a décidé que sa grande cause 2025 serait la santé mentale. Bon, sachant qu'il l'a pas inventé, hein, il reprend ça d'un collectif qui avait lancé une pétition pour le porter. Je sais pas s'il est très informé sur le sujet, j'en ai pas vraiment l'impression.
puisque aujourd'hui on parle de faire de toute façon des économies sur la santé publique, sur les hôpitaux, tout ce qu'on veut, que en fait trouver un psychiatre, c'est quasi devenu impossible. En fait, il y a plein de choses qui sont déjà incohérentes sur le terrain. Donc selon toi, si vous voulez vraiment faire de la santé mentale la cause, qu'est-ce que politiquement ou concrètement il faudrait mettre en place? Parce que là, on n'y est pas du tout. Alors c'est un vaste sujet. Je vais d'abord faire une petite blague parce que j'aime bien. Ça détend l'atmosphère. Faut savoir que la grande cause du quinquennat de Macron, c'était les femmes. Juste pour rappel. Voilà. Genre, si la santé mentale c'est la même, ça va être compliqué. J'avais oublié que c'était ça. Avec quinquennat Macron, les femmes. Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de droits et de respect, quoi. Et non, après j'ai pas tous les tenants et les aboutissants en santé mentale, j'avoue. J'ai pas envie de dire de conneries. Ça reste de la santé de toute façon. Ouais, ça reste de la santé, mais bon, après j'avoue que j'ai pas, tu sais, tous les petits à côté. Après clairement, j'ai envie de dire de doubler le nombre de CMP en fait. Ah oui, mais... Enfin, en fait, actuellement, je trouve ça inadmissible, en fait, qu'aujourd'hui, en CMP, ton premier rendez-vous avec un psychologue, tu dois attendre 3 mois. En fait, pour moi, non, mais c'est 3 mois à Marseille, parce que, attends, à Bordeaux, c'est 6 mois, non? Ça dépend où, mais... la MDPH, après, ton dossier MDPH, c'est 9 mois, Voilà, ou en tout cas, augmenter les effectifs dans les équipes, mieux payer les équipes, valoriser. Mieux les accompagner aussi, parce que je veux dire, il y a des CMP, qui sont, à un psychiatre, un psychologue, un infirmier, ils se démerdent, hein. Voilà. Donc non, et puis aussi je pense qu'aujourd'hui alors là je vais faire un peu un lien avec mon boulot, peut-être des formations professionnelles, mais je pense qu'aujourd'hui on sépare encore trop l'addiction et la santé mentale. Et d'ailleurs en fait par exemple en CMP, quand il y a un usager de drogue qui va en CMP parce qu'il a des troubles psy, vous consommez, non mais faut aller en addicto. Et oui, puis en ça, addicto, il faut aller dans une autre association, mais vous avez des troubles psy, faut aller en CMP. Et en fait, du coup, les personnes se retrouvent ballottées de droite à gauche et en fait, sans vraiment jamais être pris en charge. Et ça, c'est vraiment un souci. Et d'ailleurs, je sais que mon asso aimerait bien faire de la sensibilisation de justement des personnels en CMP sur l'usage de drogue pour que, en fait, elles-mêmes se sentent plus armées. Parce que souvent, en fait, c'est ça, c'est que pourquoi ils veulent pas prendre en charge des usagers ou des usagères de drogue, c'est qu'en fait, ils se retrouvent démunis, en fait, face à ces personnes-là, ils savent pas quoi faire, ils connaissent pas. Donc oui, effectivement, je pense que ce serait déjà bien de faire des prises en charge communes. Et d'ailleurs, il y a la BD qui s'appelle Dérailler, qui est de Joe Mook et Julien Rodriguez. Julien Rodriguez, il me semble que c'est l'illustrateur. Et en gros, c'est le parcours en psy d'une personne qui est usagère de drogue et en fait qui fait une décompensation psy, mais en fait où en fait l'usage de produits est intimement lié en fait avec sa pathologie psy. Et en fait, elle explique qu'elle se retrouve dans un service à Paris, dans un service de psy, et en fait, l'étage du dessous c'est l'addicto, et en fait, il n'y a aucune communication entre les deux services. Et en fait, elle doit batailler pendant 2 mois et demi ou 3 mois, je ne sais plus exactement, pour être admise en service d'addicto. Et ce qui est dingue, et en fait et au final elle dépérit complètement en psy, parce qu'en fait ce qu'il lui faut c'est pas forcément que de la psy, c'était la psy et du travail sur l'addicto et du travail sur l'activité, sur l'action, sur tout ça quoi. J'ai ma lecture pour ce soir. Voilà, c'est ça. On lit bien ici, on mange bien, on se repose bien, et on a des lectures. Tu veux changer de mot ou t'as encore Ouais, on peut changer, à moins que t'avais une autre question. Non, parce que sur ce sujet-là. je me dis qu'il y a plein d'autres choses. Ouais, intéressantes. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Chaque mot est intéressant, mais d'habitude j'ai un invité ou une invitée qui a sa thématique de prédilection, donc on va dire qu'on reste sur la même chose. Là, l'idée c'est d'essayer de voir
Joie. Ah, ben, joie. C'est bien, joie. Je t'enverrai un article, ça s'appelle « Pour un militantisme joyeux ». Et ça montre que justement, il y a beaucoup de groupes militants qui, surtout quand ils partent dans des trucs un peu radicaux, extrêmes, ils partent dans des trucs très sombres. Il peut y avoir aussi des problèmes de discrimination ou de rapport de pouvoir ou de harcèlement et tout ça au sein même de groupes militants. Bien sûr. Et donc, je me souviens plus qui a écrit cet article, mais c'est un article sur le fait qu'on peut militer dans justement... la joie et la bonne humeur. La créativité, l'artivisme. En tout cas, que se préoccuper des questions sociales, environnementales, tout ce que tu veux, c'est pas qu'un truc sombre. Bah, et puis je pense que, en vrai, si t'as pas, enfin, en vrai, si t'es trop dans le négatif tout le temps, au final, tu finis par devenir pessimiste, voire cynique. Et en fait, quand t'as plus d'espoir, bah, pourquoi militer, quoi? Enfin, en fait, je pense que pour militer, dans tous les cas, il faut que t'aies une nuance, enfin, une notion d'espoir, en fait, et une notion de futur potentiellement beau. Même si c'est pas forcément évident pour tous les sujets, tu vois. Mais effectivement, après, c'est pas un mot qui me parle, enfin, bah, c'est plus souvent c'est plus la colère qui ressort des groupes militants comme émotion, pas la joie. Ouais. Et en même temps, on est heureux d'être ensemble, hein, souvent. Enfin, je veux dire, quand t'es avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi et et que vous vous battez ensemble pour vos droits ou pour les droits d'autres personnes aussi qui ne peuvent pas se défendre, hein, d'autres personnes, d'autres êtres vivants pour quand il s'agit du spécisme, enfin de l'antispécisme. Mais voilà, enfin je veux dire, c'est quand même hyper important de ressentir des moments de bonheur aussi dans ces moments-là. Enfin après et encore heureux, parce que je pense que sinon on serait tous dans notre cave en train de préparer une corde, quoi. Enfin je veux dire, ce serait un peu badant, quoi. Bon, bah, on change à nouveau de thème, alors. Ouais, carrément. Moi, de toute façon, ça j'espère fait que ça déjà... va pas être des mots, ouais, on a encore un peu de temps, mais j'espère que ça va pas être des mots, ouais. Voilà, t'as pas envie de faire celui-là. C'est des mots que tu veux pas faire du tout, ou que tu en feras plus tard? Celui-là, peut-être. Celui-là, non. Non. Pas envie, celui-là. Celui-la je jette. Végétarisme. On en parlait tout à l'heure. Bah vas-y, déjà, tu peux faire la définition des végétariens et des pesco-végétariens. Parce que les gens comme moi qui se disent végétariens ne le sont pas vraiment, et du coup, ça embête les gens comme toi. Exactement, parce qu'après, moi, quand je vais au restaurant, on me dit, mais du coup, vous mangez le poisson? Et moi, non, toujours pas. Non, en gros, donc végétarien, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande et pas de poisson. Enfin, aucun être vivant, en tout cas. Donc ça inclut les fruits, entre guillemets, de mer. Donc tout ce qui est oursin, moule, huître, enfin tout ça. Donc les poissons et, of course, la viande. Poulet inclus, hein, au cas où il y aurait encore un doute pour certaines personnes. Ouais. Voilà. Et si vous mangez encore du poisson, ça s'appelle pesco-végétarien. Voilà, de rien. Et est-ce que ça vient d'une revendication, d'un engagement qui consiste à dire je veux plus manger d'animaux, ou des questions écologiques parce que ça pollue? Quel est ton regard aujourd'hui sur ce choix? Alors moi je suis végétarien depuis bientôt 7 ans. Et en fait je suis devenu végétarien à la base par hasard. Tu vas rire, mais... Bah en gros j'étais un peu en dépression à ce moment-là, et puis je sais pas, j'ai dû rester 1 semaine, 10 jours chez moi et sans aller faire de courses, quoi. Donc j'ai fini les trucs frais, donc la viande en premier, et puis ensuite j'ai commencé à j'ai bouffé le reste, quoi. Et j'ai découvert qu'en fait mon corps était capable d'aller aux toilettes tous les jours. En fait, j'ai un côlon qui est très très sensible, et je me tapais des grosses crises au niveau côlon régulièrement. Donc ça m'arrivait en pleine nuit à 2h du mat. Enfin tout pour mon bonheur, quoi.
Et en fait, j'ai arrêté, enfin, j'avais vu des gastro-entérologues, machin, donc, enfin, à chaque fois, on me disait, non, il faut manger équilibré. J'étais là, mais je mange équilibré, en fait, les gars, genre, enfin, comment je suis censé faire, quoi. Et donc, bah là, cette semaine-là, j'arrête la viande, je découvre qu'en fait, bah, c'est possible. Et, donc, du coup, je me dis que, bah, en vrai, ça peut être intéressant de plus en manger. Mais Enfin, du coup, c'est pas par conviction, quoi. de base, non. De base, non, de base, c'est vraiment pour ma santé. Après, j'aurais clairement pu continuer, tu vois, à manger du poisson, ce genre de choses, hein, enfin, le poisson, je le digère très bien, hein, techniquement. Et, ah oui, il faut savoir, enfin, oui, bon, non, c'est pas très important. Mais du coup, au final, bah, j'ai commencé à me renseigner, bah, sur les régimes végétariens, c'était quoi, pourquoi, comment. Je commençais un peu à avoir aussi une conscience écologique qui commençait à apparaître à ce moment-là. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert qu'ils testaient plein de trucs sur les animaux, dont la cigarette, pour celles qui ne savent pas. En fait, ils font inhaler de la fumée de cigarette pendant 6 heures par jour, pendant 90 jours à des animaux. Genre des singes, des chats, des cochons, enfin bref, il y a un peu de tout. Et ensuite, au bout de 90 jours, donc 3 mois, il les dissèque pour voir les effets à court terme. Fantastique. C'est génial. Et donc, il y a que 6 marques de tabac qui ne testent pas. Il y a Pueblo, Fleur du Pays, bon, tous les trucs de babos, hein, clairement. Donc Pueblo, Fleur du Pays, Benson Doré, American Spirit, Grand Manitou et... C'est marrant, les miennes, elles sont dans la liste et je savais pas. Mais bref, ce n'est pas quoi, une toi raison. Les Benson Gold, et en fait, j'ai commencé à fumer ça parce que quand j'étais étudiante, il y avait pas encore les paquets pas beaux, et que le paquet était doré, ça allait très bien avec mon briquet noir et doré, et c'était ça le côté marketing. Non, mais c'était le côté marketing, en fait, des marques, pour cibler aussi, bah, les jeunes, hein, complètement. qu'on se le dise, mais bon, ça, écoute, j'ai réussi pour l'instant à complètement, enfin en reprenant le chemin de ce qu'on fait dans les groupes de parole avec, bah, pour d'autres substances. En fait, je me dis, bah c'est exactement la même chose et j'en ai pas besoin parce que je suis capable de, si je vais bien, j'ai pas envie de fumer, mais si je vais pas bien, je vais te démonter un paquet en 2-2 parce que c'est toujours un peu sur les mêmes sujets, quoi. Par exemple, une rupture, bah voilà, le jour même. Et donc après, le problème, c'est que je reprends et machin, et c'est sans fin, en fait, cette histoire. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression quand même que je me dis à chaque fois, bah c'est juste, tu vas juste aller reperdre 12 €. Et est-ce que à la fin, ça t'a, parce que tu n'as en plus aucun plaisir, en plus, bah du coup, j'aime pas parce qu'après, bah tu vois, t'as les odeurs, enfin. Tu te sens pas bien, en plus ça augmente l'anxiété, ça me perturbe tout le corps, enfin bref. Et est-ce qu'à la fin ça règle mon problème ou ça me fait me sentir mieux? Non. Donc j'ai l'impression de consommer du fric que je n'ai pas. On verra, on fera le bilan dans quelques temps. Pour l'instant je suis à la vape, c'est pas voilà, c'est pas idéal, mais bon bah c'est ma transition et je trouve que déjà sur cette année d'avoir arrêté le café, les drogues, l'alcool, la cigarette, bon, voilà, on va déjà, voilà. C'est ça. Du coup, j'ai même plus ce qu'on disait là. On parlait de ah oui, les marques Benson doré du coup. Ouais, voilà. Non mais bon, il y a petite prévention tabac. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai découvert ça, j'ai découvert pas mal de choses. Bon après, j'ai toujours été plus ou moins contre la chasse ou ce genre de trucs en fait. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et ça a pas changé. Enfin, je veux dire, j'ai jamais été pro violence dans tous les cas, donc enfin faire de la violence juste un jeu en fait, je trouvais ça un peu cruel. C'est un peu le propre de l'humain aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les choses se répètent de génération en génération et y a rien enfin on n'apprend rien. Mais après, donc en vrai, d'un côté, je me dis que l'humanité mérite peut-être de crever, donc j'ai un petit côté cynique comme ça qui sort des fois, tu sais, je me dis à quoi bon en fait, de toute façon on va finir par détruire ce qu'on a voulu construire, donc I don't know. Mais c'est aussi le truc qui peut être un déclencheur pour arrêter les viandes, c'est le côté industriel en fait, l'élevage industriel et la pêche industrielle, parce que c'est plus
comme du temps de nos arrière-grands-parents, où ils allaient avec leur canne à pêche, où ils avaient une ferme avec quelques poulets et tout. Et c'est très différent des énormes élevages que t'as aux États-Unis, quoi. C'est clair. Et c'est parti pour le dernier mot, hein, parce que... Oui, parce que Juju, il fatigue. Comment on dit déjà, quand on est enfant, là, mettre du sable... Le marchand de sable. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que, j'ai eu une grosse journée et j'avoue que je commence à... du coup, le dernier mot, féminisme. Moi-même, j'ai découvert le féminisme assez tard. Je sais pas, je devais avoir... c'est ça, je devais avoir 20 ans, 19-20 ans, je pense. Je connaissais très peu avant, ou alors de loin, ou alors via des prismes principalement de droite. Donc, du coup, pas forcément ouf. Ou les vilaines féministes. Ouais, exactement. Ah, mais j'étais une bonne pick-me à l'époque, donc du coup ça peut être, c'était vraiment particulier, quoi. Et mais bon, on évolue tous, hein, y a que les cons qui changent pas d'avis. Petit clin d'œil à Éric Zemmour et Éric Ciotti. Non, sinon, qu'est-ce que j'ai à dire sur le féminisme? Ça a vachement évolué en une dizaine d'années, là. Moi, je me rappelle au tout départ, les premières pages féministes que j'ai dû suivre, c'était vachement du féminisme blanc et bourgeois, en vrai. Parce que c'est celui qui avait le plus de portée, en fait, médiatique. Et au fur et à mesure, en fait, aujourd'hui, ça se... Ouais, toi aussi, tu commences à fatiguer. Je marche trop à Marseille. C'est ça. Et du coup... Il y a eu des divisions dans le féminisme, en fait. Il y a eu énormément de divisions et moi je pense que je m'y suis retrouvé au moment où on a commencé à parler d'intersectionnalité, vraiment dans les milieux... c'était pas encore vraiment sur le devant de la scène médiatique, mais ça commençait à se savoir un peu. Et je pense que c'était aussi en réaction quand il y a un pan du féminisme qu'on appelle le féminisme radical, qui a commencé à exclure certaines catégories de personnes, et voilà. Et donc du coup à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a eu un autre mouvement aussi qui s'est créé en parallèle. Oui, puis en fait qui existait plus ou moins déjà, hein. Enfin, je veux dire l'intersectionnalité. On en a plus entendu parler, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait l'intersectionnalité c'est pas du tout nouveau et il y avait déjà des femmes qui en parlaient dans les années 70-80. Enfin, c'est juste qu'en fait ça a mis son chemin, hein. Mais du coup effectivement je me suis un peu plus reconnu dans ce féminisme là et en fait je sais pas, ça a jamais été évident et en même temps c'était tellement évident. C'est-à-dire que j'ai toujours été contre l'injustice de traitement entre les hommes et les femmes, mais je savais même pas qu'il y avait un mot pour ça. Et puis mes parents ont jamais été mes parents ont toujours été à gauche, mais la gauche de nos parents, oui, c'est voilà, pas c'est la ça. Gauche d'aujourd'hui, hein. Exactement. La gauche Jospin. Voilà. Et encore que je leur jette pas la pierre, hein, mais c'est juste que on va dire qu'ils ont pas grandi là-dedans et c'était plus complexe à appréhender. On va dire que déjà eux on parlait de pilules, d'avortement, ce genre de trucs, c'était déjà pas mal. Ouais, on va pas pousser mémé dans les orties, quoi. Mais du coup aujourd'hui moi je trouve ça hyper chouette. Après il y a tout le phénomène de backlash, hein, qui est dur en vrai, parce qu'on est en plein dedans depuis quelques années. Comment tu peux le définir pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas le mot? En gros, backlash en anglais, ça veut dire le retour de bâton. Et c'est qu'en fait, sociologiquement, il y a une théorie qui a quand même été confirmée par plusieurs personnalités dans ce domaine-là, qui explique que chaque avancée sociétale, chaque progression, en fait, pour les droits d'une minorité, en fait, il y a toujours un peu un retour de bâton pendant quelques années, puis après, ça repart un peu plus loin. Enfin, en gros, c'est deux pas en avant, un pas en arrière à chaque fois. Et là, on est clairement dans le pas en arrière, et je pense que c'est dur, en vrai. Enfin, c'est dur à vivre.
Parce qu'en fait, c'est comme si t'avais vu la lumière au bout du tunnel et que d'un coup, on éteint la lumière en mode, eh ben non. Enfin, je veux dire, avec la montée de l'extrême droite, avec, enfin, il y a tellement de choses qui vont pas aujourd'hui dans la société actuelle, que ce soit au niveau de la culture du viol, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas, en fait. Genre. À qui le dis-tu? C'est, enfin voilà, je veux dire, et j'ai découvert récemment, pas si récemment que ça, mais au fur et à mesure des années, enfin les milieux gays sont particulièrement misogynes en fait. Enfin on se rend pas compte parce qu'en fait ils restent entre mecs et donc du coup, les gays c'est safe parce que ça va pas t'agresser sexuellement. Alors non, effectivement ça va pas t'agresser sexuellement, mais par contre ça va pas forcément te défendre. Enfin. Ça va pas forcément porter la cause, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait eu le post. Alors il y a un gars qui s'appelle Super Séro, qui est une personne qui milite pour, contre la sérophobie et pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Enfin, bref, tout ça. Et il a fait une vidéo dernièrement là sur justement le fait des hommes cis gays, les faux alliés du féminisme, quoi. Parce qu'en fait il y a énormément, enfin dans la communauté gay t'as tout ce truc de la virilité au max, enfin la valorisation à balle de la masculinité hyper toxique en fait, enfin il y a rien qui va. Mais ça j'ai du mal à comprendre quand même parce que le féminisme c'est censé être la lutte pour l'égalité des droits, mais c'est en fait c'est pareil pour moi que la lutte contre l'homophobie, que la lutte contre le racisme, que, enfin, en fait, c'est... Ouais, mais ça reste des hommes, ça reste une... En fait, le truc, c'est que les hommes cis-gays... C'est de briser la domination et on est d'accord, voilà. Mais ils ont un certain privilège dans une certaine façon. Et en fait, d'une certaine manière, je pense que ce qu'on appelle des pick-me, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est des femmes qui valident le discours misogyne des hommes pour survivre en fait, voilà, pour se faire accepter justement de la gente masculine. Et Thaïs Descuffon, si tu passes par là. Voilà, exactement. Et du coup en fait pour moi les mecs cis gays masculins c'est comme les meufs cis blanches de droit, enfin voilà, bref c'est exactement la même chose. C'est en fait c'est des personnes qui veulent qui sont contre l'homophobie of course, mais qui sont ce qu'on appelle folophobes. C'est-à-dire que dès qu'un mec est un peu efféminé, ils vont s'acharner sur lui parce que en fait techniquement il représente quelque chose que lui ne pourra jamais s'autoriser à être en fait. Et donc pour moi c'est hyper toxique genre et c'est pas parce que des mecs sont gays qu'en fait ils vont comprendre le féminisme en fait, parce que clairement en vrai ils peuvent passer pour des hétéros en vrai. Enfin, je veux dire, moi, le nombre de mecs gays que je connais qui sont hétérosociaux, qui sortent avec des meufs, mais qui se font, qui couchent avec des mecs dans des clubs. Enfin, en fait, il y en a à balle, mais on les voit pas, mais parce qu'en fait, ils ont tellement peur de perdre leurs privilèges, et je les comprends en vrai. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'as les privilèges d'un mec cis gay, enfin cis hétéro, tu vas pas être ok pour, enfin voilà. Donc voilà. Bon, bah hyper intéressant. On va se quitter un peu sur ça. Juste avant, question signature du podcast, c'est quoi pour toi être militant ou militante? Est-ce que tu te reconnais dans ce terme? Mais enfin voilà, juste, ça t'évoque quoi ce mot? J'avoue que je me considère pas spécialement comme militant. D'ailleurs quand t'avais utilisé ce mot-là en me disant ce serait bien de faire un podcast en mode je vais interviewer un militant, tout ça, et moi ça m'a, enfin c'était pas gênant ou quoi, mais c'est juste que j'étais là en mode en vrai parce que c'est ma définition je pense du militantisme qui est pas la même que les autres. C'est possible, ouais. Il y a énormément de gens d'invités qui sont venus sur ce podcast qui m'ont dit la même chose que toi.
D'ailleurs, je crois qu'on en parle tout de suite au début du podcast avec Baptiste Mullier qui me dit mais pour moi le militantisme c'est on agite des pancartes, je vois un truc qui bouge et tout. Il fait moi je fais que parler de mon parcours avec l'addiction et je vais sensibiliser les jeunes dans les lycées, dans les écoles. Je dis mais attends, ça c'est hyper militant de faire ça en fait. Enfin c'est parce que les gens voient dans le côté militant justement quelque chose, alors que pour moi le vrai militant c'est ce que tu incarnes en fait dans tes valeurs, dans ton quotidien. Et même j'aurais envie de dire que les gens qui exercent le métier d'infirmier, pour la plupart je les considère comme militants parce que c'est quand même c'est être au service de l'autre et du coup je pense que c'est plus mon podcast que j'interprète comme militant. Mais en général, si j'invite les gens, c'est parce que je me dis qu'ils ont des choses à dire, qu'ils sont engagés sur des causes, qu'en fait, on n'entend pas trop souvent leur discours et qu'il y a besoin en fait de parler des choses, parce que quand j'ai commencé un peu à ouvrir ma conscience il y a une dizaine d'années, il y a plein de sujets que je maîtrisais pas. Et au fil du temps où je rencontre les gens, j'apprends des nouvelles choses. Dans ce séjour avec toi ici et par les lectures que tu m'as données et par plein de choses, j'aurais appris plein de choses. Et en fait, voilà, c'est ça qui est très militant. Ouais, après, je sais pas, moi, en fait, le truc, c'est que connaissant des personnes qui sont ultra actives, en fait, justement, dans le militantisme et tout ça, en vrai, je pense que... Parce que c'est quoi pour toi un militant, alors ? Je sais pas, c'est quelqu'un qui va dans les assemblées générales d'assaut, qui va faire des actions, qui va en manif. Enfin, en vrai, j'en fais aussi, tu vois, mais après, je suis pas non plus... en vrai, j'essaye aussi de me préserver et je sais que... je sais pas. Je sais pas si c'est de la flemme ou si des fois c'est juste de la préservation ou... en fait, il y a des moments où vraiment je me sens pas... Et puis en vrai, des fois ça me fait peur aussi. Faut dire aussi les choses comme elles sont. Il y a eu certaines manifs où oui, en fait tu flippes d'y aller parce que tu sais pas ce qu'il y aura en face. Je veux dire, en vrai encore à Marseille on est à peu près épargné par ça, mais dans des villes où en fait il y a des gros groupuscules de néofascistes, en fait clairement moi je me chierais dessus d'aller en manif, tu vois. Voilà. Donc moi j'avoue que je suis courageux mais pas téméraire. J'aime bien être les petites mains de l'ombre. Moi ça me va très bien d'être comme ça. C'est pour ça que je te dis, j'espère pas avoir dit de conneries parce que je prends rarement la parole justement c'était... Et j'ai pas l'habitude quoi. Moi j'ai trouvé ça assez puissant comme témoignage. C'est un nouveau format qu'on fait. J'espère qu'il plaira aux gens aussi. De toute façon, si t'as dit des conneries, à part ton prénom, on ne sait pas grand chose, ça va. À part les gens qui me connaissent. Ouais, si tu l'envoies. Mais voilà, et si t'avais envie qu'il y ait des gens que tu considères comme militants, ou que sais-je, mais en tout cas, qui pourraient venir sur un épisode, on va dire, classique que je fais sur le podcast, t'aurais envie de voir qui... J'adore avoir des nouveaux noms et des nouveaux comptes à aller suivre et... bonne question. En vrai, Super Zero, je pense qu'il aurait énormément de choses à dire. Après, Polo, en vrai, dont tu as Polo, Higgins, ouais, dont tu as lu le livre, qui est assez incroyable. Voilà. Alors que je revienne à Marseille avec tout ça. Ouais, désolé. Hein. Non mais j'adore. Zut alors. C'est ma ville de cœur. Je suis en pleine réflexion, est-ce que je m'y installe ou pas? Mais oui, mais ça reste quand même une grande ville. Puis Bordeaux, c'est comme un peu l'ex qui revient toujours dans ma vie. Bref. Anyway. Ouais, mais faut les larguer ces ex. Faut vraiment les larguer, c'est important. Ouais. On ravale pas son vomi. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'ai acheté des petites plantes dire stop et dire non. Qui sont censées me libérer de l'émotionnel. Voilà. Ouais. Écoute, on verra si ça marche. Ouais. T'as d'autres noms ou... non, en vrai, déjà c'est ces deux personnes, je pense que, là, actuellement, je pense que, ça serait déjà pas mal. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et puis, il me reste à te souhaiter une très bonne nuit. Merci, d'avoir participé. Vraiment, c'était trop cool. Et puis, pour tout ce que tu m'as apporté dans cette semaine ensemble. Merci. Et de beaux rêves. Merci beaucoup, toi aussi.
Cet épisode avec l'amicale complicité de Jules est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres épisodes, à lire la newsletter sur avoilibre.substack.com, à vous abonner, à mettre une note sur votre plateforme d'écoute, ou même à partager. Ça me fait toujours plaisir de lire des retours. Et si vous voulez un jour participer à l'une de ces conversations anonymes, contactez-moi. Je vous laisse avec 2 recommandations de lecture sur la question de la transidentité que j'ai eu la chance de lire chez Jules. Le premier livre est un essai de Lexi, une histoire de genre, et le second, un magnifique récit de vie, Vous liez ma chaleur, vous aurez mon feu, du militant Paolo Higgins. N'hésitez pas à les découvrir. À très bientôt sur les ondes, et d'ici là, n'oubliez pas, engagez-vous.